Merci encore une fois de plus de votre soutien sans faille à Cherifla TV, votre chaîne de proximité. Nous sommes le dimanche 11 décembre et comme tous les dimanches, vous avez droit à la rétrospective des sujets marquants de la semaine au sein de la rédaction de Cherifla TV. Et comme vous le savez tous, le début de cette semaine a été marqué par la grande ziara qui a eu lieu à Dognmana. Des milliers de fidèles musulmans ont convergé vers Dognmana justement pour témoigner de toute leur affection au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara. On revient sur cet élément avec Moussa Fomba. Venus des quatre coins du Mali et du reste du monde, ils étaient des milliers de fidèles à converger vers la localité de Dognmana dans le cercle de Kati pour témoigner de leur fidélité et leur sympathie à l'illustre disparu qui, durant sa vie entière, aura contribué au rayonnement de l'islam, à la droiture entre les hommes. C'est une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a l'habitude d'encourager les gens à faire une visite aux morts. Alors quelqu'un qui ne fait pas la visite aux morts ne peut pas se souvenir de son devenir parce que ça nous permet de nous rapprocher de notre tombe. Et on dit généralement dans le jargon que quand on meurt, même tes amis et tes ennemis t'accompagnent jusqu'à ta tombe. Mais ils ne vont jamais s'enterrer avec toi. Ils ne vont pas s'enterrer avec toi, ils vont retourner. Mais quand ils retournent, ils peuvent t'oublier. Mais le fait de revenir chaque fois, ça fait qu'ils ont une mémoire de leur passé et de leur présent. Voilà, parce que le présent d'aujourd'hui sera le passé de demain. Nous sommes très comblés par en tout cas la taille même vraiment de l'événement. Parce que c'est un événement, le ziara est un acte d'adoration qui consiste en tout cas à prier le bon Dieu pour le repos éternel de l'âme, en tout cas des saints se trouvant ici. Mais aussi, nous sommes là également pour prier le bon Dieu pour que le bon Dieu puisse faire en sorte que, en tout cas, nos vœux soient exaucés à cause de ces saints-là. Lui, c'est le représentant de la gendarmerie et celui-là, c'est le représentant de la police. Donc, il y a les trois forces sur le site. Nous avons amené un dispositif très très conséquent pour sécuriser l'ensemble du personnel qui se trouve ici. Ça, il n'y a pas de problème. Depuis 6 heures, nous sommes à pied d'œuvre. On a amené tout ce qu'il faut pour maintenir pour la quiétude et la sécurité de toute la population. Alors, pour le moment, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une sensibilisation en amont. Parce que depuis que nous sommes venus, on n'a pas rencontré de difficultés. Nous sommes là, nous appuyons la sécurité locale. On est là, on les appuie. Mais depuis que nous sommes venus, ils n'ont pas fait de cas d'indiscipline. Donc on est là, on les assiste. Si ça ne va pas, on intervient. Mais pour le moment, tout se passe très bien. Aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre des ans, a-t-on coutume de dire. Seyd Mohamed El Madani Aïdara, selon ceux qui l'ont connu et côtoyé, était un modèle à suivre, aussi bien de par son comportement que son dévouement pour un islam authentique à travers ses prêches. Définitivement, la leçon qu'on doit tirer, c'est de suivre le bon exemple. Le fils qui est couché ici, que je connais, que j'ai eu la chance de connaître, a été un exemple pour la jeunesse malienne. Autant dans son comportement que dans les prêches. J'ai eu la chance d'assister aux condoléances que les chefs religieux protestants étaient venus présenter au guide à l'occasion du décès de ce jeune homme. Leur recommandation qui a retenu mon attention, c'est de multiplier, conserver et multiplier la cassette de ces dernières prêches lors de Mawlud qui a précédé son décès. Dans ces prêches, il ne parlait que des valeurs morales. Le comportement qui sied à un jeune musulman pour être un enfant béni. Un jeune musulman qui doit se sentir responsable, qui doit comprendre qu'il est l'avenir de sa famille, de son village et de son pays, et l'avenir de l'humanité. Nous avons eu la chance de connaître ce jeune qui a poussé ici par ses bons comportements. Ce qui a retenu notre attention, ce sont son bon comportement. Ce n'est pas seulement la prêche qu'il faisait, mais son comportement.
il avait un comportement qui avait valeur d'exemple. C'est pour moi une journée de satisfaction. Ici, à Donyumana, repose désormais Madame Haïdara Bafouné Traoré, épouse de Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar, et ses deux fils, Seyed Mohamed El Madani Haïdara et Seyed Mustafa Haïdara. Puisse Allah veiller sur leurs âmes. Cette semaine a été également marquée par le Forum des femmes, le Forum international des femmes de la Tariqa Tidjania au Mali, les femmes tidjanes, justement avec comme objectif de faire de la femme une actrice principale de la paix et de la réconciliation au Mali. Nous revenons sur cet élément avec Amadou Kamara. Ce forum international organisé par le Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjania a pour thème la place et le rôle de la femme dans la Tariqa Tidjania et son impact sur la paix sociale. Ce forum va permettre aux femmes pratiquantes de se familiariser avec le contexte actuel afin de jouer pleinement leur rôle. La tenue du présent forum, du premier forum international des femmes adeptes de la Tariqa Tidjania du Mali, s'inscrit dans le cadre des activités du Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjania, CONFENAT. Le CONFENAT est une association religieuse à but non lucratif. Son objectif principal est de fédérer tous les soufis et de contribuer au renforcement des rapports de compréhension entre tous les musulmans, en particulier, et à la pacification du climat social en général. Ses moyens d'action sont l'éducation, la formation et l'information. Excellence, Madame la représentante de la Première Dame, les femmes musulmanes du Mali sont très honorées par votre présence parmi nous. Et je viens de le découvrir, vous êtes vous-même adepte de la Tariqa Tidjania. Et nous sommes reconnaissants pour votre inestimable accompagnement. Honorables invités, les femmes musulmanes du Mali en général et les femmes tidjanes en particulier apprécient hautement l'honneur qui vous leur est fait en répondant à leur invitation. Que vous en soyez tous remerciés. À ce titre, les femmes tidjani musulmanes du Mali, conscientes de la place et de leur rôle dans la société à prédominance musulmane, ont très vite vu la nécessité de s'organiser et d'unir leurs forces. Élément de réconciliation, de pardon, de paix et d'amour, simplement, c'est de vous inviter, en tant que ministre des Affaires religieuses et du culte, à vous faire sienne, femmes tidjani, des valeurs qui ont été les valeurs des femmes de valeur de l'islam, en l'occurrence nos mères épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela. Et en cela de vous approprier cette sourate qui vous demande d'être des femmes qui sont à la maison, qui ne sortent pas, qui ne se promènent pas, à la maison pour s'occuper du foyer, à la maison pour éduquer l'enfant, à la maison pour orienter, d'être ces femmes qui est demandé, lorsque vous parlez à l'autre qui n'est pas votre époux, de ne pas lui parler avec un vocable de plaisance, d'élégance, mais plutôt d'indifférence, car en vous ne créez pas dans le cœur de l'autre quelque chose qui peut être tentant. Donc d'être des femmes qui ne sont femmes dans l'élégance, dans la coquetterie que pour leur époux. C'est cela, lorsque vous renforcez, vous tranquillisez le mari, vous créez déjà la paix dans la famille. Et c'est le mari de la femme croyante, pacifié, avec un bon cœur de paix chez lui, qui sort pour aller à la rencontre de l'autre, dont aussi l'épouse a fait la même chose, et que vous créerez une communauté de maris croyants, de maris au cœur pacifié. C'est ce qui vous est demandé par le Coran. C'est ce qui vous est demandé d'être large. Ce forum est donc un bel exemple de coopération culturelle entre les deux pays. Une autre actualité brûlante au sein de la rédaction de Chérifla TV, c'est la visite de la sous-secrétaire
des États-Unis d'Amérique. Elle est chargée des affaires africaines. Elle était en visite et elle est partie à Tombouctou pour faire une évaluation des programmes de financement. Vous savez que la branche des États-Unis qui s'appelle USAID s'occupe justement de tous les financements des projets au Mali. Et la visite de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique, Linda Thomas-Greenfield, s'est achevée par une grande conférence de presse. On revient sur cet élément. Dès l'entame de ses propos, Linda Thomas-Greenfield, sous-secrétaire américaine chargée des affaires africaines, a tenu à remercier les autorités maliennes ainsi que la population tombouctienne pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. La visite de ce cadre supérieur avec une riche expérience de plus de 30 ans au service de la diplomatie américaine se traduit par une réelle volonté du soutien des États-Unis, considéré comme l'un des partenaires privilégiés du Mali. J'ai eu l'occasion de rencontrer pendant mon séjour plusieurs hautes autorités de ce pays, ainsi que d'autres leaders et plusieurs personnalités de très haut rang de votre dynamique société civile. Particulièrement, plusieurs femmes leaders très impressionnantes. Pendant toutes mes rencontres, j'ai souligné que les États-Unis sont engagés dans le processus de paix et nous croyons que le Mali doit retrouver la paix afin d'atteindre tout son potentiel. De son arrivée au poste de secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines en 2013 jusqu'à nos jours, les États-Unis ont consenti plus d'1 milliard de dollars aux différents programmes d'assistance et d'aide au développement dans des secteurs multiformes au Mali, preuve d'un partenariat fécond entre les deux pays. J'aimerais vous rassurer qu'en ce qui concerne le développement, et comme je l'ai dit dans mon introduction liminaire, les États-Unis sont le plus grand contributeur bilatéral au Mali. Et je vous ai dit que nous avons contribué pour plus de 1 milliard de dollars dans nos différents programmes d'assistance et de développement au Mali. Nous avons un programme très robuste de développement et l'USAID ici, qui est notre bras pour le développement, est là et met en œuvre la plupart de nos programmes. Justement, une des raisons de ma visite à Tombouctou hier, c'était d'aller visiter certains programmes que nous avons mis en œuvre là, des programmes en direction des femmes, des programmes en direction des jeunes, et voir comment est-ce que ces programmes marchent, parce que ces populations, comme vous le savez, elles sont vulnérables. Je vous remercie. Au cœur des échanges avec les confrères de la presse nationale, plusieurs sujets allant de l'appui des États-Unis pour le volet sécuritaire, la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, en passant par les questions sur le retour des réfugiés maliens, jusqu'à la contribution des États-Unis pour la réhabilitation du patrimoine culturel en péril. Comme je l'ai dit tantôt, je sais que plusieurs citoyens maliens n'ont pu voter dû aux conditions sécuritaires dans la région qui n'ont pas permis une tenue de ces élections. Ceci est justement une raison de plus pour que le gouvernement du Mali doive s'engager à fond pour la mise en œuvre de l'accord de paix, y compris une résolution très rapide de la question des autorités intérimaires. C'est aussi la raison pour laquelle tous les groupes armés dans les régions où les élections n'ont pu être possibles, ces groupes donc doivent renoncer à la violence et à la corruption et honorer leur engagement à l'accord de paix. La paix est possible au Mali, mais cela va requérir l'engagement de toutes les parties prenantes et surtout sous le leadership sage et fort du gouvernement malien. Ce point de presse est occasion opportune de poser des questions qui taraudent tant l'esprit des Maliens par rapport à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, à savoir l'aide américaine en faveur du développement au Mali va-t-elle s'accroître ou au contraire sera réduite? Je m'attendais à cette question et je comprends très bien qu'on est dans une phase de transition, passer d'une administration à une autre, mais ce que je vais vous dire, c'est que l'assistance des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique a un support bipartisan. Aussi bien les démocrates que les républicains ont toujours soutenu les programmes en direction de l'Afrique et un soutien très fort. Évidemment, s'il y a un changement d'administration, il peut y avoir un changement de priorité, mais cela ne diminuera aucunement l'importance de l'assistance qui sera donnée. Je peux d'ailleurs vous citer quelques exemples. Nous savons qu'il y a des anciens programmes qui ont commencé avec certains présidents et qui ont continué avec d'autres. Je m'avais cité le programme AGOA qui a commencé avec le président Clinton ou le programme MCC qui a commencé avec le président Bush. Et tous ces programmes
tous ces anciens programmes ont continué avec les nouvelles administrations. Évidemment, il y a des nouveaux programmes qui seront initiés, mais je peux vous assurer que toutes ces initiatives-là seront là et seront maintenues. Le Mali étant un pays de migrants et de confession religieuse en majorité musulmane, les États-Unis vont-ils limiter l'accès de leur pays aux musulmans avec l'arrivée du nouveau président? Pour ce qui est de la question qui vous taraude l'esprit sur la migration, eh bien, vous savez très bien que les États-Unis est un pays de migrants, ou de migrants qui sont là, et nous avons également une forte population musulmane aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une certaine rhétorique pendant la campagne, et donc on verra bien, mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis ne vont pas fermer délibérément l'entrée des musulmans, et les Maliens ne doivent pas avoir peur de ne pas pouvoir accéder aux États-Unis, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. Cette grande rencontre cordiale avec les journalistes maliens s'est achevée par une révélation anecdotique de cette grande experte des questions africaines. Il se pourrait bien qu'elle soit d'origine malienne. Cette semaine a été également marquée par la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. On se rappelle que le président Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son investiture, avait placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. Cela témoigne de façon éloquente de l'importance que les autorités maliennes accordent à ce phénomène qui constitue en réalité un frein au développement. Et nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens, de Maliens, de Monsieur Tout-le-Monde, pour nous dire ce qu'ils pensent de cette journée de lutte contre la corruption. La corruption, c'est la pauvreté d'abord. Malheureusement, même s'il y a la pauvreté, il y a une dignité que nous devons préserver. La dignité de l'homme. Lorsque l'homme sait déjà qu'il doit avoir une certaine chose dans la vie sans pourtant travailler, voilà. Nous sommes amenés sur ce terrain, c'est-à-dire que le terrain de la corruption, avoir quelque chose dans la facilité. La facilité, c'est la facilité. Mais voilà aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, quelqu'un qui a un salaire, je prends par exemple un fonctionnaire, il a un salaire généralement dans le milieu du secteur public. Il y a un fonctionnaire par exemple qui a un petit salaire, mais aujourd'hui on le voit, en moins de 2 ans, il a des étages. On doit se poser la question. La cause d'abord, c'est primo d'ordre juridique, d'ordre social et d'ordre économique. Donc je viens en arrière, d'ordre économique. Ça c'est dû d'abord au fait que les gens sont mal payés. Le niveau des salaires, ça c'est un. 2, c'est l'impunité. Les gens font ce qu'ils veulent sans impunité. Et d'ordre social, par des affinités, les liens de parenté, les liens d'amitié, ainsi de suite. Bon, pour lutter contre ça, il faut combattre l'injustice, l'impunité. Il faut des institutions qui sont à la hauteur, des personnes qui sont à la hauteur, qui sont aptes à lutter et qui ne regardent pas de gauche à droite les affinités. La corruption est un problème à double visage. D'un côté, il y a le corrompu, de l'autre côté, il y a le corrupteur. Il y a le corrupteur. En fait, la corruption est un frein au développement. Ça retarde le développement sous tous ses aspects. Combattre ce fléau est vraiment une nécessité pour ouvrir les perspectives aux nouvelles générations. La corruption est un phénomène très dangereux pour un pays, mais je vais vous donner la définition de la Banque mondiale de la corruption. Qu'est-ce que la Banque mondiale dit? C'est la corruption. La Banque mondiale dit que la corruption est le fait d'utiliser sa position de responsable public au service public à des fins personnelles. Vous êtes un responsable d'un service, vous profitez de cette position-là pour puiser dans le domaine public à des fins personnelles. Voilà la définition de la Banque mondiale. Et les conséquences sont très néfastes pour nos pays. Parce que la corruption, d'abord, on va le définir encore avec une dégradation morale. Et c'est ce qui se vit malheureusement dans nos pays. Que ce soit au niveau de toutes les institutions, dans nos écoles, nous ne sommes pas innocents. Ça se vit chez nous. C'est maintenant
À qui la faute maintenant, ou bien quelles en sont les causes? Est-ce que c'est la manifestation de la pauvreté, ou bien c'est lié à notre système d'éducation, ou bien c'est lié à quoi? C'est ensemble que nous devons chercher les solutions à ces problèmes-là. Sinon, ça atteint toutes les phases. Solution à moi pour lutter contre ce fléau. Bon, nous devrons cultiver à nous d'abord l'esprit patriotique, avoir l'amour de notre patrie pour le développement du Mali. Donc je demande à tout et chacun, à tout ce qui fait le patriotisme, ça nous régresse. Le CSDM est le Conseil supérieur de la diaspora malienne ayant comme président Mohamed Chérif Haïdara. Cette organisation joue un rôle de régulateur des crises migratoires et accompagne les pouvoirs publics dans la maîtrise de la migration. Le Conseil a justement tenu une conférence de presse jeudi dernier à Badlabougou pour informer l'opinion nationale et internationale de la libération des Maliens qui étaient détenus de façon arbitraire en Algérie à Tamaracet. On revient sur cet élément. Cette conférence de presse des membres du bureau du CSDM a pour but d'informer et sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur les arrestations arbitraires de nos compatriotes en Algérie par les autorités algériennes. Cette conférence de presse, c'est juste pour manifester notre joie par rapport au dénouement heureux de nos compatriotes qui étaient détenus arbitrairement en Algérie, précisément à Tamaracet. Il y a quelques jours, nous avons eu à lancer un cri de cœur, un appel au président de la République par rapport à leur arrestation arbitraire en Algérie. Et nous sommes heureux aujourd'hui de savoir que l'appel a été entendu. Et tous ceux qui ont été détenus ont été libérés et ils ont le libre choix de rester en Algérie ou de revenir au pays. Et on saisit cette occasion pour remercier les autorités algériennes également. S'il y a un dénouement heureux, certainement que l'appel qu'on a lancé aux autorités et également au président de la République lui-même en personne a été entendu. Il y a eu des relations entre les différentes autorités et c'est ce qui explique aujourd'hui que nos compatriotes sont soulagés là où ils sont libres de rentrer au Mali ou rester en Algérie. Selon le président Mohamed Chérif Haïdara, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, a pour objectif global de servir et de défendre les intérêts des Maliens de la diaspora en faisant des lobbying liés à l'immigration qui est l'épine dorsale de son activité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali. On est satisfait d'être entendu. On est satisfait de savoir qu'on a un président qui est à l'écoute de son peuple et surtout de la diaspora. On est satisfait de savoir que quand ils entendent, ils peuvent régler les problèmes du moment. C'est une satisfaction réelle, mais il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas encore réglés. Ceux qui sont là-bas, il y a beaucoup parmi eux qui ne veulent pas revenir. Ils sont à Tamaracet, le consulat a été obligé de fermer les consulats. Et s'ils vont revenir, comment ils vont revenir? Je veux vous rappeler qu'il y a un fonds d'urgence au niveau du ministère malien de l'extérieur qui brille par son silence et par son absence d'utiliser ce fonds pour permettre à ceux qui veulent revenir qu'ils reviennent au Mali. Donc l'assistance consulaire est une assistance, mais il y a certaines assistances qui ne peuvent pas se faire sans argent. Donc l'argent qui est là, payé par les contribuables maliens pour servir les Maliens de la diaspora, doit être mis à leur disposition pour leur permettre de rentrer ceux qui veulent rentrer ou assister ceux qui veulent retourner en Algérie dans leur travail de retourner. Nous avons appris également que les étudiants, ceux qui avaient des visas valides, ceux qui avaient le permis de travail ont tous été libérés. C'est une très bonne chose. Mais il y en a d'autres parmi eux qui n'ont pas ces documents, qui veulent retourner, continuer à travailler. Donc il revient du ministère tutelle d'utiliser les fonds mis à disposition pour les cas pareils, qu'on appelle le fonds d'urgence, de les permettre de retourner dignement et travailler dignement. On sait que quand ils travaillent pour le Mali et les Maliens. Et c'est de dire à tous les Maliens de la diaspora qui ne sont pas seuls, que le Conseil supérieur de la diaspora est à leur écoute et notre raison d'être, c'est les servir. Et la création de CSDM, c'est pour servir les Maliens de la diaspora, pas pour se servir d'eux. Que Dieu les bénisse et les protège. Ils savent qu'aujourd'hui, ils ont un interlocuteur. Et nous avons aujourd'hui compris que s'il y a eu dans le passé
d'ici ou là des manquements, c'est que le président de la République n'a pas été informé. On est rassuré maintenant, quand il a l'information, il réagira conséquemment. Et nous terminons cette grande édition par la visite du maire de Ouankoro, Cheikh Harouna Sankaré, visite qu'il a effectuée au personnel de la radio La Voix du Citoyen. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents tout en réaffirmant son soutien à ce projet qui est une volonté du shérif Ousmane Madane Aïdara. Cheikh Harouna Sankaré a offert une enveloppe de 2 millions de francs CFA au personnel de la radio. On revient sur cet élément pour terminer cette édition. Sur l'initiative des membres du club des Amis de la Voix du Citoyen, cette visite du Cheikh Harouna Sankaré a été organisée pour influer les leaders religieux et autres personnalités du monde musulman sur les efforts consentis à cet effet par la Voix du Citoyen en termes d'éducation et de sensibilisation sur la pratique de l'islam de paix et de tolérance. L'objectif de cette visite n'est autre que l'amour qu'il porte envers notre guide spirituel. L'année dernière, au même moment, à la même période, nous avons invité notre chef, qui est le propriétaire de la radio. Je pense que nous ne l'avons pas fait pour quoi que ce soit. Nous l'avons fait pour qu'il puisse voir ce que les animateurs font à la radio, les journalistes font à la radio, la chaleur, le labeur de chaleur qu'ils font. C'est très énorme. C'est pour cette raison que nous avons appelé le guide. Bon, nous nous sommes retrouvés et puis nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Nous avons proposé à la radio, nous qui sommes le club, de faire autant toutes les années pour qu'on puisse voir les personnes qui aiment la religion, surtout que la radio est d'une partie de la religion musulmane. Beaucoup de guides, par exemple, les grandes personnalités méconnaissent un peu la radio citoyenne. Nous nous sommes dit non, on ne va pas croiser nos bras et s'asseoir pour dire que nous aimons la radio et nous aidons la radio seule. Il faut passer au-delà de notre capacité. Et ces capacités-là, c'est pour voir les grandes personnalités, pas seulement les grandes personnalités. Je l'ai dit tantôt au niveau de leur thème, est-ce qu'il ne faut pas même aller au niveau des chauffeurs qui aiment la religion, qui se battent pour eux-mêmes. Donc je remercie le guide religieux qui s'est déplacé pour venir, pour l'amour qu'il porte à notre guide spirituel. C'est pour cela qu'on l'a invité. Je suis très heureux aujourd'hui d'être ici à la radio La Voix Citoyenne. Très heureux parce que les visages qui m'ont accueilli, ce sont des visages avec un grand sourire, un visage qui rassure. Donc c'est une occasion pour moi de remercier d'abord la présidente du club de la Voix Citoyenne. À travers elle, je remercie également donc, les responsables de la radio La Voix Citoyenne, donc avec tous les collaborateurs des responsables qui travaillent ici. Remercier également et surtout notre guide spirituel, Asser Chérif Ousmane Madane Aïdara, d'avoir nous montré, il a montré au monde entier c'est quoi l'islam. Donc Chérif Ousmane Madane Aïdara est une bénédiction pour le Mali, est une bénédiction pour le monde musulman. Donc comme je l'ai toujours dit, nous en tant que des musulmans, nous en tant que des croyants, nous sommes prêts à sacrifier tout ce que nous avons pour l'islam pacifique, pour donc la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont Chérif Ousmane Madane Aïdara est descendant. Cette radio La Voix Citoyenne est une radio qui a été fondée par lui-même. Donc nous répondons à l'appel de cette radio-là, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quelles que soient les conditions, nous sommes prêts à répondre donc à vos appels. Cheikh Harouna Sankaré, car c'est de lui qu'il s'agit, il a une fois de plus fait parler son cœur en faisant un don en espèces de 2 500 000 francs CFA au personnel de la radio Voix du Citoyen lors de son passage dans les locaux de la dite station.
Voilà qui met un terme à cette grande édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la version en langue nationale Bamanaka. On vous souhaite encore une fois de plus une excellente fête de Mauloud et le rendez-vous est pris tout à l'heure au stade du 26 mars. À très bientôt. Merci.